Fiction ou réalité? Les vrais cas dans les films d'horreur. Quels sont les vrais personnages et les vraies situations qui se cachent dans vos films d'épouvante favoris? La réalité dépasse-t-elle la fiction? Venez explorer ces cas réels qui peuplent vos cauchemars à la sortie du cinéma. Bonjour et bienvenue dans l'Antre de l'Apprentivore, la chaîne où la science rencontre l'humour. Aujourd'hui, comme nous sortons à peine de la période d'Halloween, je vous propose une vidéo un petit peu plus légère où on va examiner les histoires vraies qui ont donné naissance à vos films d'horreur favoris. Nous verrons les vrais personnages qui se cachent derrière les tueurs en série rendus célèbres par le cinéma et nous en profiterons pour aborder leur histoire. Nous parlerons aussi de cas étranges et de phénomènes paranormaux qui ont inspiré les réalisateurs pour donner naissance à certains des films les plus flippants de l'histoire du cinéma. Alors, si vous voulez en apprendre toujours plus sur le monde qui nous entoure, pensez à vous abonner pour ne rien manquer des activités de l'Antre de l'Apprentivore. Et on plonge de suite dans le monde des démons, des poupées maléfiques et des tueurs en série de légende. Amityville. Bon, je suppose que tout le monde a déjà entendu parler de ce film. C'est l'histoire d'une famille qui emménage dans une maison où ils vont être la proie de phénomènes étranges et paranormaux. Ils vont y apprendre, quelque temps, un jeune homme avait tué toute sa famille en une seule nuit. Et que c'est peut-être dû à ça que tous ces phénomènes étranges et effrayants se passent. Bon alors, je vais pas spoiler la suite du film pour ceux qui ne l'auraient pas vu, ni ses nombreuses suites et remakes. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a de vrai là-dedans? Eh bien, en 1965, la famille DeFeo acheta bien cette grande villa. Il y avait le père, la mère et leurs 5 enfants. Et dans la nuit du 13 novembre 1974, l'aîné, Ronald DeFeo Jr., a pris son fusil et a assassiné tout le reste de la famille. Quand on le retrouvera, il ne s'accusera pas tout de suite des meurtres. Mais devant les incohérences de son récit, il finira par avouer et prétendra que, une fois qu'il avait commencé, il lui était impossible de s'arrêter et tout s'était passé si vite, il prétendra quand même avoir été manipulé par une entité qu'il appelle le diable. Il sera reconnu coupable de 6 meurtres et condamné à 6 peines consécutives allant de 25 ans à la perpétuité, l'hypothèse de la folie n'étant pas retenue. Alors, le 18 décembre 1975, George Lutz, sa femme et leurs 3 enfants emménagent dans la même maison. Ils vont alors prétendre être les témoins de plusieurs phénomènes paranormaux. Ils en parlent à l'écrivain Jansen, qui va en tirer le fameux roman, dont sera également tiré le film et toutes ses suites. Même Ed et Lorraine Warren, le couple de parapsychologues, chasseurs de fantômes, démonologues, etc., s'intéressera également au cas. Mais pour ces 2 cocos-là, on en parlera dans la suite de la vidéo. Alors en 1995, l'expert en paranormal Stephen Kaplan publie une enquête dans laquelle il dénonce le récit d'Hansen et déclare que les Lutz ont été manipulés. En effet, depuis la maison est passée par de nombreuses mains et aucune autre manifestation n'a été signalée. Le récit des Lutz est donc quelque peu caduc. Certains disent même qu'il serait né après une consommation excessive de quelques bouteilles de vin. Alors, si vous voulez organiser un petit week-end sympa, il vous suffira de débourser aux alentours du 1 million d'euros, qui est à peu près le prix de la villa lors de sa dernière vente. Alors, Scream. Même sans avoir vu le film, je pense que tout le monde connaît l'apparence du tueur de ce film qui sera surnommé Ghostface. Eh bien, ce tueur s'inspire, en tout cas dans son côté tueur d'étudiants, de Danny Rolling. Qui c'est que ce gars-là? Eh bien, Danny Rolling est né le 26 mai 1954 à Shreveport, en Louisiane. Comme souvent, Rolling a eu une enfance assez spéciale, car son père James, policier de son état, a infligé de nombreux sévices physiques et psychologiques à notre bon Danny, à son frère et à sa mère. Notamment, à l'âge d'1 an et demi, Danny a été battu pour la première fois par son père parce qu'il n'aimait pas la manière dont il rampait. Alors, cette super enfance, ça n'a pas vraiment aidé à la stabilité mentale de notre bon Danny. Il sombre dans l'alcoolisme et commença à fantasmer de plus en plus souvent sur la violence sadique et de plus en plus orientée sexuellement. Alors, le 24 août 1990, au petit matin, Rolling fait irruption dans la colocation de Sarah Jane Larson et de Christina Powell.
2 étudiantes de 17 ans. Il attacha les 2 filles qui dormaient et il les viola face contre terre avant de les poignarder. Il place alors les 2 corps dans des positions sexuellement provocantes. Il prend alors une petite douche de l'appartement et puis rentre chez lui. Le lendemain, le samedi 25 août, Rowling entra par effraction dans l'appartement de Krista Hoyt, elle-même âgée de 18 ans. Mais elle était absente. Ce n'est pas grave, se dit Danny. Va l'attendre dans le salon. Et à 11 h, Krista rentre en effet dans son appartement. Rowling la prend par surprise, par derrière, il l'étrangle et une fois maîtrisé, il lui ferme la bouche avec du scotch. Il lui attache les poignets et il la conduit dans sa chambre à elle, où il déchira ses vêtements et il la viola. Comme avec Powell, il plaça son corps face contre terre avant de la poignarder dans le dos. Et il la décapita ensuite post-mortem et posa sa tête sur une étagère en face de son cadavre. Ce qui provoqua un choc assez terrible chez la personne qui découvrit la scène de crime qui était relativement macabre. Le lundi 27 août, Rowling s'introduisit, toujours par effraction, dans la colocation de Tracy Pauls et de Manuel Toboada, tous les deux âgés de 23 ans. En employant la même technique que précédemment, il réveille Toboada et le tue dans sa chambre après un bref combat. Entendant l'affrontement, Tracy descendit le couloir jusqu'à la chambre de son locataire et vit Rowling. Elle tenta par la suite de se barricader dans sa propre chambre, mais Rowling parvint à franchir le seuil de sa porte. Rowling scotcha alors sa bouche, ainsi que ses poignets, il lui déchira les vêtements et la viola, avant, comme pour les autres, de la retourner et de la poignarder. Rowling mit bien en scène le cadavre de Tracy, mais il laissa celui de Todohada tel quel, comme il l'avait assassiné. C'est normal, lui, c'était un homme, donc il s'en fout. Il fut finalement arrêté le 7 septembre 1990 pour cambriolage. Mais en fouillant le petit campement qu'il occupait dans les bois, la police finit par faire le lien avec les meurtres. On lui en découvrit même 3 autres dans sa ville natale de Shreveport. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il se trouvait en Floride, parce qu'il espérait qu'on ne le retrouve pas. Il fut condamné à la peine de mort et exécuté en 2006. Et c'est donc lui qui a inspiré le tueur Ghostface de Scream à cause de tous ces meurtres d'étudiantes que reproduit le tueur dans la série Scream. Pas tout à fait de la même manière, puisque lui copie les autres tueurs en série, mais l'idée du personnage est donc inspirée par Danny Rowling. Alors, si vous n'avez pas encore eu trop peur, vous pouvez laisser un pouce bleu pour marquer votre courage. Et on continue. L'exorcisme d'Emily Rose. De quoi parle ce film pour ceux qui ne connaissent pas? Eh bien, Emily Rose, c'est une jeune femme qui quitte sa province pour aller étudier à l'université. Une nuit, seule dans sa chambre d'étudiante, elle est la proie d'hallucinations et d'une rencontre surnaturelle qui la laissera épouvantée. Convaincue qu'elle est harcelée par des forces démoniaques, Emily demande au prêtre de sa paroisse, le père Richard Moore, de l'exorciser. Au terme du combat contre sa possession, la jeune fille trouve la mort. Accusé d'homicide par imprudence, le père Moore se retrouve au cœur d'un débat qui va ébranler les convictions de tout le monde. Défendu par Erin Brunner, une célèbre avocate qui ne croit pas du tout au surnaturel, Moore n'a plus l'ambition d'être innocenté et veut simplement que tout le monde sache ce qui est réellement arrivé à Emily. Pour la suite, je vous renvoie au film, bien entendu. Alors, le cas d'Emily est inspiré d'Anneliese Michel, qui est née en 1952 à Leipzig, en Allemagne de l'Ouest. Et sur cette Anneliese, on a pratiqué pas moins de 67 exorcismes en l'espace de 10 mois. C'est en 1967 qu'elle est victime de violents tremblements incontrôlables. Alors les médecins diagnostiquent un cas d'épilepsie et elle est internée en hôpital psychiatrique. Et les médicaments qui lui furent prescrits pour contrôler son épilepsie n'arrangèrent absolument pas son cas. Après ses premières attaques, elle aperçut des visages démoniaques en train de grimacer lors de sa prière quotidienne. Ah oui, elle est assez pieuse, la fille. Elle leur attribue le nom de Ratzen, grimace en allemand. Elle entendait aussi des voix et elle en parla aux médecins qui ne savaient plus quoi faire pour l'aider. Au début de l'année 1973, les parents d'Anneliese demandèrent à plusieurs prêtres d'exorciser leur fille. Et ils étaient fort croyants, eux aussi. Mais les prêtres pensaient qu'il suffisait qu'elle continue à prendre ses médicaments. De plus, pratiquer un exorcisme, il fallait que la personne possédée réponde à des caractéristiques bien précises. Selon le rituel romain, pour être possédé, un individu doit comprendre ou parler des langues inconnues et souvent mortes.
En deuxième lieu, l'individu doit connaître des faits cachés. Et enfin, l'individu doit montrer un décuplement de ses forces. En 1974, un prêtre l'examina et accepta qu'on pratique un exorcisme. Mais sa hiérarchie le lui refusa. L'état de la jeune femme empira et les crises devinrent de plus en plus violentes. Elle insultait les membres de sa famille, les battait et les mordait. Elle refusait de s'alimenter, elle bougeait tellement dans son lit qu'elle dormait à même le sol. On pouvait l'entendre toute la journée en train de hurler, de briser les crucifix et de détruire des peintures représentant Jésus. La famille était pieuse, il y en avait partout. En 1975, après avoir vérifié l'état de possession supposé, l'archevêché autorisa un exorcisme fondé sur le rituel romain. Le curé de la paroisse considérait qu'Anne-Lise était possédée par plusieurs démons dont il fallait la libérer. À partir de 1975, on pratique 1 ou 2 exorcismes sur elle par semaine. Parfois, les crises étaient tellement fortes qu'il fallait 3 personnes pour la maîtriser si on ne l'enchaînait pas. Cependant, les crises ne cessèrent pas. Elle s'est trouvée paralysée et inconsciente de plus en plus fréquemment. Elle refusait complètement de manger. De plus, ses nombreuses génuflexions, plus de 600 de suite, avaient provoqué des ruptures au niveau des genoux. Le dernier exorcisme eut lieu le 30 juin 1976, et à ce stade, Anne-Lise souffrait d'une pneumonie, elle avait le visage émacié et souffrait d'une grande fièvre. Elle mourut le lendemain à son domicile, et le rapport d'autopsie indique que sa mort est liée à une sévère malnutrition et à une déshydratation consécutive à sa privation de nourriture durant toute l'année. Un procureur fit une enquête à la suite de laquelle les 2 prêtres exorcistes et les parents d'Anne-Lise furent inculpés de négligence ayant entraîné la mort. Les prêtres exorcistes firent écouter différents enregistrements qu'ils avaient enregistrés au cours des nombreux exorcismes. Ils affirmaient pouvoir distinguer la voix de 2 démons qui étaient en train de se disputer, se demandant lequel des 2 quitterait le corps d'Anne-Lise le premier. Résultat, les parents et les 2 prêtres furent condamnés à 6 mois de prison avec sursis. Quant aux démons, ils sont sûrement rentrés chez eux. Le silence des agneaux. Alors, dans le silence des agneaux, la vedette incontestable est évidemment Hannibal le cannibale. Mais lui, il semble être le cocktail de différents tueurs en série assemblés en un seul. Nous, on va s'intéresser plutôt à l'autre tueur que poursuit le FBI, à savoir Buffalo Bill. Lui aussi serait inspiré de plusieurs tueurs en série, mais surtout d'Ed Gein. Ah ça, Ed, il en a inspiré plus d'un, mais on verra ça plus tard dans la vidéo. Donc pour Ed, son père, George Philip Gein, était alcoolique. Oui, ça commence souvent comme ça. Ed Gein est donc élevé en compagnie de son frère Henry par sa mère Augusta. Augusta, c'est une luthérienne fanatique qui répète que toutes les femmes sont les récipients du péché et des créatures immorales, sauf elle. Elle s'ingénie alors à décourager tout désir sexuel chez ses fils, de peur que ceux-ci finissent en enfer. Femme dure et dominatrice, Augusta ne trouve aucune difficulté à imposer ses croyances par la porte, tant à ses fils qu'à son mari, qui n'a absolument rien à dire dans l'éducation des enfants. Et en réalité, Augusta méprise profondément son époux. Elle va même jusqu'à prier chaque jour pour que celui-ci meure. Et elle demande même à ses fils de l'accompagner dans ses suppliques. Cependant, Augusta méprise ses fils tout autant que son mari. Elle est persuadée qu'ils vont devenir des bons à rien, comme leur père. Durant leur adolescence et le début de l'âge adulte, Augusta prive Henry et Edward de tout contact avec les jeunes de leur âge en dehors de l'école. Néanmoins, la seule femme à laquelle Ed Gein s'attache est sa mère. Le jeune garçon lui voue même un véritable culte. Alors qu'il est âgé de 13 ans, Ed est retiré de l'école par sa mère sous prétexte d'avoir besoin de lui pour les travaux de la ferme. En réalité, à l'école, il a beaucoup trop de contacts avec des gens et surtout avec des filles. Le 16 mai 1944, son frère, Henry, met le feu à un marais proche de l'exploitation. Et l'incendie échappe à tout contrôle. Les pompiers locaux sont appelés pour éteindre l'incendie et pour protéger la ferme familiale des flammes. En fin de journée, le feu est maîtrisé et les hommes peuvent rentrer chez eux. Mais c'est à ce moment-là qu'on s'aperçoit que Henry, lui, n'est pas rentré. Un groupe part alors à sa recherche avec des lanternes et des lampes de poche, et après plusieurs heures de recherche, le cadavre de Henry Gein est découvert face contre terre dans la zone d'incendie. Apparemment, le décès de l'homme remonte à un certain temps, et la mort serait due à une crise cardiaque.
En effet, son corps ne porte pas de traces de brûlure. La police rejette la possibilité d'un acte criminel par asphyxie, bien que le médecin légiste du comté l'ait officiellement répertorié comme étant la cause de la mort. Bien que certains enquêteurs soupçonnent Ed Gein d'avoir tué son frère, aucune accusation ne sera portée contre lui. Un an et demi plus tard, le 29 décembre 1945, alors qu'il a 39 ans, le décès de sa mère constitue pour lui une catastrophe. Livré à lui-même pour la première fois de sa vie, il refuse cette mort et tente tout pour la faire revivre, en commençant par des incantations sur sa tombe. Il se met alors à déterrer des cadavres et en découpe la peau pour se faire un habit humain, un habit de femme assez riche. Et ce sont donc ces faits de coudre les peaux qui ont inspiré le personnage de Buffalo Bill, puisqu'en effet, lui dans le film, il se constitue aussi un vêtement féminin avec les peaux de ses victimes. Mais le 16 novembre 1957, Bernice Warden, une femme de 58 ans, propriétaire d'un magasin à Plainfield, disparaît, et ça dans les mêmes circonstances que Mary Hogan, la propriétaire d'une taverne voisine, qui avait disparu près de 3 ans auparavant. Un témoin ayant aperçu Ed Gein rôder autour du magasin de la victime à l'heure de sa disparition, les policiers se rendent à la ferme de ce dernier. Et là, aux surprises, ils y découvrent une vision d'horreur. Des abat-jours, rideaux, gants, draps, etc. en peau humaine, ainsi aussi que des cadavres et certains morceaux humains dans des bocaux. Le corps de Bernice Warden est retrouvé pendu par les pieds à une poutre du hangar. Le corps est décapité, éventré et vidé de ses entrailles. On retrouve également la tête de Mary Hogan dans un sac en papier. Arrêté le jour même, étrangement, celui qu'on surnomme désormais le boucher de Plainfield est accusé d'avoir assassiné 2 femmes et mutilé plusieurs cadavres qu'il a déterrés. En fait, il a peut-être plus de victimes, mais il ne sera jamais accusé que de ces 2-là. Plus de victimes parce que chez lui, on retrouve des visages et des ossements provenant de nombreuses autres personnes. Mais ils seront attribués au dépouillement de sépulture que Gein reconnaît lui-même avoir commis. Alors son procès est limité par souci d'économie. Et oui, la justice n'avait déjà pas beaucoup d'argent. En effet, dans le comté de Westshire, dont dépend Plainfield, ils n'ont pas beaucoup de sous. Et ils ne peuvent pas s'offrir un procès à plusieurs millions de dollars. Ainsi donc, même s'il est qualifié de tueur en série nécrophile, il n'est quand même accusé que de 2 meurtres, prétendant que les autres victimes retrouvées proviennent du vol de cadavres. Alors le procureur refuse cependant de faire ouvrir certaines tombes pour ne pas traumatiser les familles. Le 22 novembre 1957 s'ouvre alors son procès. Plaidant dans la folie, finalement, le procureur accepte l'ouverture de 2 tombes qui s'avèrent vides. Gein est déclaré aliéné au moment des crimes. Mais les experts psychiatres, pour un peu calmer les parties, estiment qu'un procès est envisageable dans quelques années, suivant l'évolution de son état mental. Alors, après quelques aventures juridiques, on lui diagnostiquera une schizophrénie. Pour avoir une idée de ce qu'est la schizophrénie, contrairement à ce qu'on croit souvent, j'en parle de la vidéo que vous pouvez trouver ici. Ed Gein mourut en 1984 dans un hôpital psychiatrique d'une insuffisance respiratoire et d'un cancer de l'intestin. Voilà donc l'histoire de Ed Gein, l'homme qui se faisait des vêtements avec des peaux humaines. Mais, comme je disais précédemment, Ed Gein a aussi inspiré d'autres tueurs en série de fiction, ou en tout cas, en partie, une partie de leurs personnages. C'est le cas de Leatherface dans Massacre à la tronçonneuse, qui porte un visage en peau humaine qui fait évidemment penser au crime d'Ed Gein. De même, le personnage de Norman Bates dans Psychose, d'Alfred Hitchcock, est aussi inspiré d'Ed Gein, en tout cas dans la passion qu'ils vouaient tous les deux à leur mère, même décédée. Alors, comme on parlait tout à l'heure, Ed et Lorraine Warren. Alors, ce couple-là, ils ont inspiré de nombreux films. Ils se prétendent comme étant des enquêteurs paranormaux et ont écrit sur les soi-disant phénomènes sur lesquels ils ont enquêté. Ed se définit comme un démonologiste autodidacte et Lorraine comme étant clairvoyante et médium. C'est notamment leurs récits qui ont inspiré Amityville, dont on a parlé tout à l'heure, forcément la série Conjuring, le film Annabelle et encore bien d'autres. Ils ont déclaré être intervenus sur plus de 10 000 cas de phénomènes paranormaux dans leur carrière.
Et en effet, comme on le voit dans la série de films Conjuring, ils maintenaient bien un musée à l'arrière de leur maison dans lesquels ils stockaient tous les objets recueillis au cours de leurs investigations. Alors, selon une interview accordée en 1997 au Connecticut Post, un certain Steve Novella et Perry De Angelis ont enquêté sur les Warren. Ils ont trouvé que le couple était agréable, mais que ses affirmations sur les démons et autres fantômes étaient au mieux des contes insignifiants et au pire de dangereuses fraudes. Ils ont suivi la visite guidée à $13 de leur musée et ont examiné toutes les preuves vidéo que les Warren avaient pu conserver. Ils ont examiné toutes les preuves à leur disposition et leur conclusion a été que ce n'était que de la poudre aux yeux. Ils ont trouvé des erreurs communes avec la photographie au flash et rien de maléfique dans les artefacts que les Warren avaient collectés. Ils ont déclaré « Ah, ils ont une bonne tonne d'histoires de poissons sur des preuves qui se sont échappées, mais ils ne font pas une bonne enquête scientifique. Ils ont une conclusion prédéterminée à l'avance et ils y adhèrent littéralement et religieusement. » Dans un article du Sydney Morning Herald visant à déterminer si les films surnaturels sont réellement basés sur des événements réels, il a été déclaré que les Warren prétendent avoir des preuves scientifiques qui prouvent l'existence de fantômes, et bien que ce soit des personnes authentiquement sincères, nous n'avons trouvé aucune preuve scientifique réelle de leur récit. Voilà, donc, vrai parapsychologue, charlatan, à vous de juger. Mais ils apparaissent cependant dans de nombreux films, soit directement, comme dans la saga Conjuring, où ce sont réellement eux qui mènent l'enquête, ou alors le film est basé sur leurs interventions, c'est le cas de Annabelle. Alors on passe à Chucky. Chucky, c'est l'histoire de ce tueur en série qui se réincarne dans une poupée. Ouais, il a des talents voodoo, le gars. Cette poupée est offerte à un jeune garçon, Andy. Et la poupée, elle va se mettre à tuer tout autour d'elle. Le film donnera naissance à plusieurs suites et Chucky deviendra un personnage de film d'horreur aussi célèbre que Freddy Krueger dans Les Griffes de la Nuit, Michael Myers dans la série Les Halloween et bien sûr Jason dans Les Vendredis 13. Mais l'histoire qui est à la base de cette série est celle de Robert Eugène Otto. En effet, en 1896, Thomas Otto et sa femme s'installent dans leur nouvelle maison à Key West, en Floride. Parmi leurs serviteurs se trouvait une jeune femme d'origine haïtienne qu'ils avaient embauchée pour s'occuper de leur jeune fils Robert. D'après la légende, un jour de l'année 1906, Madame Otto la vit s'adonner à de la magie noire dans l'arrière-cour de sa maison. Alors elle est scandalisée et elle décida de la congédier sur le champ. Avant de s'en aller, la jeune femme a trouvé le jeune Robert, qui était alors âgé de 6 ans, et lui offrit une grande poupée d'1 mètre de haut en cadeau d'adieu. Pensant que la jeune femme s'était attachée à son fils, et malgré la piètre opinion qu'elle avait d'elle, Madame Otto donna son accord pour que le jeune garçon accepte la poupée. Mais Robert s'enticha tellement de son nouveau jouet qu'ils devinrent inséparables. Il l'emmenait partout avec lui, de jour comme de nuit, et l'appela Robert, comme lui. Il demanda d'ailleurs qu'on ne l'appelle plus Robert, mais Eugène, son deuxième prénom. Cette lubie amusait beaucoup Monsieur et Madame Otto, qui n'y voyaient rien d'autre que l'attachement d'un enfant pour son nouveau jouet. Mais certains événements allaient les pousser à réviser leur jugement. Alors que Madame Otto se trouvait près de la chambre de son fils, elle surprit une étrange conversation entre Eugène et la poupée. Le petit garçon s'adressait à Robert de sa voix infantile habituelle, mais une autre voix, bien plus grave, lui répondait. Bien évidemment, la mère supposa tout d'abord que l'enfant jouait, transformant sa voix et se répondant à lui-même. Mais alors qu'elle continuait à l'écouter, un malaise l'envahit et finit par ne plus la quitter. D'une surprenante manière, la tonalité de la voix semblait émaner de la poupée et elle ressemblait en tout point à celle d'un adulte. Alors, le comportement du petit garçon changea radicalement. Parfois, il se montrait agité et quand sa mère faisait irruption dans sa chambre, elle le retrouvait blotti dans un coin de la pièce, assis à même le sol, fixant d'un air étrange la grande poupée de chiffon qui trônait sur une chaise ou sur son lit. Souvent, il était la proie à d'effrayants cauchemars et il se réveillait en hurlant, terrifié. Un soir, un incroyable vacarme s'éleva de la chambre d'Eugène. Alors aussitôt, ses parents s'y précipitèrent, affolés. La pièce avait été
ravagée. Les meubles gisaient sur le sol, renversés, et Eugène était là, assis sur son lit, fixant la poupée d'un air épouvanté. « C'est Robert, ce n'est pas moi, c'est Robert qui a fait ça. » s'écria-t-il en les apercevant. Parfois, les domestiques retrouvaient les jouets d'Eugène disséminés dans toute la maison, horriblement mutilés. Et lorsque le petit garçon était interrogé, il répondait inlassablement « C'est Robert qui l'a fait. » Alors d'étranges rumeurs commencèrent à courir dans le quartier, affirmant que lorsque la famille s'absentait, les voisins voyaient parfois la poupée passer de fenêtre en fenêtre. Certains en font la remarque aux parents, qui confirment en effet leurs observations, leur répondant que quand ils rentraient, ils ne retrouvaient jamais Robert à la même place. Parfois, il leur semblait apercevoir sa petite silhouette courir de pièce en pièce. Et bientôt, son rire terrifiant résonna dans toute la maison. Puis, comme les manifestations se faisaient de plus en plus fréquentes, nombre de leurs serviteurs demandirent leur congé, et même si de nouveaux furent engagés, les proches de monsieur et madame Otto leur conseillèrent de réagir. Bah tiens. Sur les recommandations d'une grand-tante, les parents d'Eugène lui confisquèrent la poupée et la placèrent dans une boîte qu'ils rangèrent au grenier. Ben, fallait y penser à celle-là. Et elle allait y rester un certain temps. En effet, de nombreuses années se sont écoulées et l'enfant est devenu un homme. Eugène exerçait la profession d'artiste peintre. Et il avait épousé Anne, une jeune femme qu'il avait rencontrée lors de ses études à Paris. À la mort de son père, le jeune homme décida de retourner vers la villa familiale, songeant qu'il pourrait installer un grand atelier dans son ancienne chambre. Mais peu après, il découvrit la poupée qu'il avait presque oubliée. Elle semblait l'attendre, allongée dans son petit coffre. Et immédiatement, sa vieille passion ressurgit. Il décida alors de lui aménager un petit endroit au grenier, une chambre rien qu'à elle, qu'il décora avec des petits meubles adaptés à sa taille. Mais sa femme, Anne, n'aimait pas vraiment Robert. Ne pas lui en vouloir. Elle l'avait détesté dès l'instant où elle l'avait aperçu. Et la manière dont son mari était obsédé par elle l'a désespérée. Quelque temps plus tard, Eugène déclara à sa femme que Robert n'était pas satisfait de l'endroit où il se trouvait et qu'il ne voulait plus rester au grenier. On peut le comprendre, ça doit pas être marrant d'être dans le grenier toute la journée. Eugène déplaça la petite chambre dans une pièce du 3e étage et déposa Robert dans un fauteuil. Mais ce fauteuil était proche d'une fenêtre qui donnait sur la rue, car Robert voulait de la lumière. Mais bientôt, les enfants qui passaient dans la rue près de la maison rapportèrent avoir vu la poupée grimacer, moquer d'eux et même danser. Alors, comme elle leur faisait peur, ils évitaient de s'en approcher ou de la regarder. Eugène avait changé, et son mariage avec Anne se détériorait lentement. Il s'emportait sans raison, criait, s'en prenait à elle, frappait dans les meubles, brisait des objets. Puis, brusquement, il semblait redevenir lui-même. S'excusait, mais recommençait un petit peu plus tard. Son excuse était toujours la même. C'était Robert, Anne, c'était Robert. Alors, sa femme, elle commença à douter de sa santé mentale. Hein? Pas vraiment étonnant. Mais brusquement, au début des années 1970, Eugène tomba gravement malade. Au lieu de passer du temps avec sa femme, il préférait s'enfermer dans sa chambre, seul avec Robert. Il mourut en 1972 dans leur chambre d'amis, sa poupée près de lui. Anne en eut malgré tout le cœur brisé et elle revendit la maison pour partir s'installer à Boston près de sa famille. Quant à Robert, il retrouva sa place au grenier, mais cette fois, il n'attendit pas longtemps avant d'en sortir. En 1974, monsieur et madame Reuters s'installèrent dans la maison avec Myrtle, leur petite fille de 10 ans. Et elle découvrit rapidement la poupée dissimulée sous un tas de vieilles boîtes. Malheureusement, Robert recommença et la fillette allait rapidement s'en apercevoir. La nuit, il faisait régulièrement bouger les meubles, réveillant toute la famille. Un soir, Myrtle se mit à hurler et elle expliqua à ses parents que la poupée avait traversé toute la chambre en courant et avait sauté sur son lit. 6 ans plus tard, malgré tout, il aura fallu le temps, monsieur et madame Reuters déménagèrent, et pour une étrange raison, peut-être parce qu'elle s'était attachée à elle, Myrtle emporta la poupée. Ça, c'est vraiment une grande idée. Pendant des années, elle prit soin de Robert, puis brusquement, en 1994, elle en fit don au musée Far East Martello, affirmant qu'il se déplaçait tout seul dans la maison et qu'il était hanté. Myrtle mourut quelques mois plus tard.
Alors la poupée est toujours exposée dans une vitrine de verre de ce fameux musée et les visiteurs peuvent contempler son sinistre visage. Malheureusement, comme en témoignent les nombreuses observations rapportées par des curieux ou des employés du musée, Robert ne semble pas avoir renoncé à ses agissements et il s'acharnerait particulièrement sur tous ceux qui lui manquent de respect. Parfois, ceux qui essaient de prendre des photos n'y parviennent pas. Leur appareil ne s'allume pas, même s'il change de batterie. Mais dès qu'ils quittent le musée, alors tout fonctionne de nouveau sans problème. La légende raconte qu'avant de prendre une photo de Robert, il faut lui demander poliment. S'il y consent, alors il inclinera la tête sur le côté. Mais s'il ne bouge pas, ne prenez pas de photo. Une malédiction s'abattrait sur vous et sur tous ceux qui vous accompagnent. Les murs de la salle, où trône d'ailleurs la poupée, sont recouverts par les lettres de personnes qui la supplient de leur pardonner de leur comportement irrespectueux. Alors, Robert attend votre visite au musée, toujours dans son costume d'époque. Mais si jamais vous passez le voir, surtout, n'oubliez pas, ne vous moquez pas de lui. Voilà, ça c'est un récit évidemment qui est légendaire, hein. C'est ce qui se serait passé. Mais en tout cas, c'est cette histoire qui a entraîné la création de la poupée Chucky. Bon, ça n'a plus rien à voir avec ses suites. Hein. L'histoire s'éloigne pour continuer à faire vivre le personnage. Mais voilà le récit de base. Alors bien sûr, pas mal d'autres films sont inspirés de cas réels, mais de nombreux se basent sur un tout petit fait divers qui a ensuite été totalement édulcoré et brodé. Par exemple, dans le cas des Griffes de la nuit, le personnage de Freddy, l'histoire viendrait d'un homme ou d'un garçon, on n'est pas sûr, qui ne voulait absolument pas s'endormir parce qu'il avait peur de mourir dans son sommeil. Cependant, il finit quand même par s'endormir et fut en effet retrouvé mort le lendemain. Mais c'est juste la base de l'histoire. Tout ce qui a été créé après pour faire le film, donc le personnage de Freddy, son fameux gant avec des larmes au bout des doigts, tout ça a été inventé par le concepteur du film à partir de cette petite anecdote. Alors voilà, c'était un petit tour de quelques films un peu marquants et dont l'origine est due à un vrai cas. À vous de voir si la réalité donc dépasse la fiction. Et si cette vidéo vous a plu, pensez à laisser un pouce bleu. Si vous avez des commentaires ou vous-même d'autres anecdotes, vous pouvez les laisser ici en dessous. Et bien sûr, pensez à vous abonner pour ne rater aucune nouvelle de l'antre de l'apprentivore. Au revoir, à bientôt, ciao!